On a mentionné au début de notre édition, hier, le Caire a accueilli une grande conférence concernant l'eau du Nil avec la participation de plusieurs ministres d'irrigation du Soudan, du Sud-Soudan, Ouganda, Tanzanie et Burundi et 50 experts internationaux également internationaux ont participé et 250 experts égyptiens. Et afin de mieux parler des points discutés au cours de cette conférence et également de l'avenir des ressources en eau en Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Sameh Abdelmegid. Vous êtes experte au ministère des Ressources hydrauliques et de l'irrigation. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Alors là, on se trouve un peu inquiets, nous les Égyptiens, en parlant de ce dossier de l'eau. Avant, l'eau pour nous, c'était vraiment quelque chose... L'eau coule dans le Nil et ça n'a pas de problème. Quand on parlait du Nil, on avait toujours l'intention que le Nil est éternel. Alors l'eau sera toujours là, on n'a pas vraiment à calculer qu'est-ce qu'on va faire avec nos projets concernant l'irrigation, concernant la consommation d'eau. Mais aujourd'hui, c'est différent. Oui, on doit changer notre il faut changer non seulement notre mentalité, mais également notre stratégie. Pourquoi aujourd'hui on commence à se méfier de notre avenir concernant les ressources hydrauliques, surtout l'eau du Nil? Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps, mais le peuple ne s'agit pas de ce problème. Mais nous, dans le ministère des Ressources en eau, nous avons toujours distingué que nous avons une quota stable de l'eau et due à l'augmentation démographique et la pollution et l'impact des changements climatiques. On fait face à beaucoup de défis concernant la gestion des ressources en eau. Alors, est-ce que ça a été une volonté? Parce que là, vous dites ça fait depuis longtemps qu'on s'en inquiète. Nous, en tant qu'Égyptiens, je veux dire, ou vivant en Égypte, on s'est réveillé lorsque l'Éthiopie a dit on va faire le barrage. Et puis on s'est dit mince, finalement il y aura moins d'eau chez nous en Égypte. Donc on s'est préoccupé vraiment que très récemment à partir de ça. Est-ce que c'était une volonté politique de cacher cette vérité aux Égyptiens? Parce que il y a des habitudes très bizarres ici dans ce pays. Il y a des gens qui jettent de l'eau devant leur magasin. Allez savoir pourquoi. Le gaspillage de l'eau. Voilà, le gaspillage est extraordinaire dans ce pays parce qu'on a, comme le disait Mona. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, oui, mais comme le disait Mona, nous on a l'impression que ce Nil est éternel, enfin, qu'il ne s'arrêtera jamais. Parce que les médias maintenant traitent avec le sujet du barrage que l'Éthiopie est en train de construire. Mais il y a longtemps que nous sentons qu'il y a une importance de gérer les ressources en eau d'une façon durable. Oui, mais ça n'a jamais été dit aux Égyptiens. Ça n'a jamais été dit aux gens d'ici. Ça a été toujours caché. On voulait cacher cette vérité aux Égyptiens? Je ne sais pas, c'est le rôle du média, je crois. Ouais. Mais ce n'est pas la volonté politique parce que toujours on dit qu'on doit introduire des systèmes d'irrigation modernes afin de consommer l'utilisation de l'eau. On doit introduire des nouvelles technologies avancées pour traiter avec les menaces concernant l'inondation du delta. La production, on doit augmenter la production agricole parce qu'on a une menace concernant la sécurité alimentaire. Oui, alors quand vous venez de le mentionner, le quota de l'eau du Nil est stable depuis longtemps, tandis que la population augmente. Nous, en Égypte, vraiment, on a deux mers, la mer Méditerranéenne, la mer Rouge. Pourquoi on n'a pas pensé à utiliser cette eau et on est où de cette nouvelle technologie? Et également le recyclage. Est-ce qu'on peut réutiliser l'eau du Nil, surtout pour la culture, oui ou non? Et est-ce que, comme on entend parler que cette eau peut être nuisible pour la santé, vous êtes l'expert, alors parlez-nous un peu de ces dossiers. En ce qui concerne le dessalement, cette application moderne, ça coûte très cher. Pour dessaler 1 mètre cube de l'eau de mer, ça coûte $1. On a commencé à
appliquer ce genre de traitement dans les côtières situées sur les zones côtières situées sur la mer Rouge, sur la mer Rouge. Et pour l'eau potable, pour produire de l'eau potable, mais pour l'agriculture c'est très difficile. On est en train de faire des recherches pour trouver des solutions qui n'est pas chères pour appliquer ou utiliser le dessalement dans l'agriculture. Mais on n'a pas, jusqu'à maintenant... Tandis que ce système ou cette stratégie est utilisée dans plusieurs autres États et depuis longtemps. Pour l'eau potable, mais pas dans l'irrigation. D'accord. Et pour le recyclage, la réutilisation de l'eau pour l'agriculture? En effet, on recycle l'eau 5 fois en Égypte. Le recyclage, depuis Aswan jusqu'à la Méditerranée, on recycle l'eau 5 fois. Et est-ce qu'il y a vraiment des effets néfastes à cette réutilisation de l'eau? Bien sûr, la qualité de l'eau n'est pas la même, mais on essaie de traiter l'eau plusieurs fois, de ne pas utiliser l'eau pour boire, ou pour l'eau potable. Pour la culture? Pour la culture, mais il y a à peu près de Méditerranée, on cultive des forêts seulement. Mais vous savez, une des choses que, par exemple, quand on a des personnes venant de l'étranger qui sont habituées à boire du robinet, c'est-à-dire que quand vous allez dans n'importe quel pays d'Europe, on ouvre le robinet, on boit, on n'a pas besoin d'acheter des bouteilles, on achète ça très peu. Ouais, on boit l'eau ici. Ouais, mais voilà, ici, enfin, si on parle de qualité, vaut mieux acheter des bouteilles d'eau qui sont traitées par des entreprises privées. Est-ce que le traitement de l'eau en Égypte coûte aussi cher et si difficile à faire? Et évidemment, elle coûte cher, mais c'est nécessaire de faire le recyclage parce que oui, alors, on n'a pas... Ahmed, tu parles de la qualité de l'eau potable. Oui, alors la qualité de l'eau potable en Égypte, qu'est-ce qu'on peut dire? Le recyclage n'est pas pour l'eau potable. Oui, non, l'eau potable. Non, je parle de l'eau potable, pardon. L'eau potable pour boire. Parce qu'aujourd'hui, on entend des voix qui nous disent ne buvez jamais du robinet. L'eau du robinet en Égypte n'est pas bien pour la santé. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Ce n'est pas notre rôle dans le ministère de l'Éducation. Comment peut-on vraiment dire à notre public que ce n'est pas vrai? Comment garantir que la qualité de l'eau qui est à travers le robinet, l'eau potable qu'on utilise, est bien pour la santé? Si vous pouvez répondre, enfin, je pense que... Est-ce que vous, ça concerne aussi votre secteur? Non. Ouais, parce que je vous vois un petit peu. C'est pas grave. On va passer, on va rester sur les cultures. Bon, j'arrive plus à trouver. Cette conférence-là qui a réuni donc beaucoup de pays africains qui ont l'eau du Nil en commun, à quoi elle a abouti? La conférence vise à échanger les expériences concernant les technologies avancées et la recherche scientifique concernant la gestion intégrée et durable des ressources. Construction de dialogue entre les experts de différentes régions, nous pouvons profiter de cette occasion appliquer les résultats et la réussite qu'ils ont réalisé déjà. Donc en fait c'est juste une conférence où on échange d'expériences sans finalement signer de traité ou d'accord sur... Pas d'accord. Quel est le bénéfice? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui ressort? Non, il y a toujours les pays avancés et il y a des universités d'Amérique qui ont participé dans l'organisation de cet événement. Il y a toujours des nouvelles technologies qu'on peut suivre. Oui, même sans la nouvelle technologie, on a entendu parler tout le temps de gaspillage de l'eau du Nil. Les pays de l'amont jusqu'à ici, les pays de l'aval, on reçoit peu de cette eau qui... 5%. Oui, alors toujours on avait entendu parler des projets, coopération entre l'Égypte et ces pays africains afin de mieux gérer l'eau du Nil. Mais en réalité, on n'a pas vu ces projets se réaliser. Pourquoi? Non, il y a beaucoup de projets qu'on a réalisés en Tanzanie, par exemple. Il y a les barrages de collecte des eaux de pluie afin d'utiliser ces ressources et ne pas dépendre totalement sur l'eau qui coule. Parce que c'est une
petit pourcentage. Oui, C'est des seulement bassins 5%. pour les pluies. Oui. Pour collecter les eaux des pluies. Oui, qui est vraiment un peu partout. Parce qu'au pays en amont, il y a la précipitation et le taux de précipitation est très élevé. Oui, de 80%. Qui dépasse 1600 mm3 par an. Quel est le plus gros défi d'aujourd'hui? Est-ce que c'est la pollution du Nil ou est-ce que c'est la diminution de l'eau du Nil? Les deux. Les deux. Les deux, oui. Le On doit activer les lois concernées la pollution du Nil et renforcer ces lois parce qu'on n'a que les eaux du Nil. On doit Et de quoi le Nil est pollué? Des industries, des drainages, et parfois des agriculteurs qui jettent leurs déchets dans les canaux. Est-ce qu'il n'y a pas d'organisme de protection du Nil efficace? Est-ce que ces pays-là, parce que quand je vous dis de signer des accords et des traités, il y a plein de choses qu'on peut faire pour... Oui, les lois sont formulées, mais... Oui, mais les lois, vous savez, les lois sont là. Oui, on doit les appliquer. Mais le problème, c'est que les lois ne sont appliquées que s'il y a un système qui garantit l'application de ces lois. La police, elle est là pourquoi? Pour respecter un tant soit peu le code de la route, pour respecter la loi, etc. Mais s'il n'y a pas d'organisme qui protège et qui veille à l'application de cette loi, ces lois ne seront pas appliquées de manière correcte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté, avec tous ces pays du bassin du Nil qui ont tous en point commun ce fleuve, de mettre un organisme régional pour essayer de traiter ce problème? Depuis 1990, on a établi l'initiative du bassin du Nil. C'est une plateforme de coopération entre tous les pays du bassin qui traite plusieurs sujets. Beaucoup de projets identifiés à travers l'initiative du bassin du Nil, et beaucoup de projets ont été exécutés en réalité. Mais concernant la pollution, on n'a pas une autorité qui est renforcée à appliquer la loi. Oui, en collaboration ici avec le ministère peut-être de l'Environnement, avec la police spécialisée pour les ressources hydrauliques et tout. Est-ce qu'il y a une collaboration, une stratégie commune entre ces ministères, votre ministère et les autres, afin de lutter contre cette pollution? Parce que vraiment, c'est une des très grandes menaces contre la santé et l'eau du Nil. Oui, vraiment. Et la coopération et la coordination entre les trois entités que vous avez dit, c'est concernant l'élevage des violations. Seulement. Pardon? Élevage des violations. D'accord. S'il y a un bâtiment est bâti dans un endroit qu'on ne peut pas... interdit à la construction. Interdit à la construction, oui. On l'enlève. Mais concernant la pollution, non. Le drainage, est-ce qu'on a toujours ce problème? Il y a des tuyaux de drainage qui jettent des déchets dans les eaux du Nil. Est-ce que ça existe toujours? On a lutté contre ce phénomène existe. Il existe, mais on le lutte, mais c'est pas facile à enlever tous les drainages. Bon, alors ça c'est concernant la conférence, on a bien compris que c'était des échanges d'expériences. Bon, peut-être une dernière question, est-ce qu'il y a des nouveautés qui ont été, des choses importantes, il y a sûrement beaucoup de choses qui ont été discutées, mais je veux dire, des points importants qui ont été retenus, des trouvailles très intéressantes qui ont été faites durant cette conférence? En fait, seulement l'introduction de nouvelles technologies. Et les pays ont convenu qu'il y a une urgence d'utiliser la technologie maintenant parce que les ressources sont très limitées. Alors, parmi les projets, un des projets même par décret présidentiel, c'est des projets d'agriculture, donc ce qu'on appelle le projet d'1 million de faidans, par exemple. Et quand on parle à un spécialiste agricole, il se demande finalement comment ces 1 million de faidans seront irrigués. Et je vous pose la question. En utilisant les eaux souterraines. Mais c'est suffisant. Le projet va exister en plusieurs phases, on va savoir.
C'est quand même un million, hein. C'est pas non plus un petit lopin de terre. Hein. On va voir. Mais quel est le pourcentage de l'eau souterraine utilisée en Égypte? Ça fait combien de pourcents de l'eau utilisée en général? Ça fait à peu près 2,4. 2,4 uniquement. Oui. Est-ce que ça, c'est le maximum utilisé ou c'est jusqu'à maintenant ce qu'on a trouvé, mais il y aura des projets afin d'avoir d'autres puits? On a des potentiels concernant les eaux souterraines. On a une nappe profonde qu'on n'a pas complètement utilisée. On n'a pas utilisé. C'est une nappe transfrontalière entre l'Égypte, Soudan, Libye et Tchad. Et les nappes qui ne sont pas profondes, qui sont au-delà, à côté du fleuve du Nil, on ne l'a pas utilisé. C'est-à-dire qu'on a les ressources souterraines. On essaie d'exploiter ces ressources. Oui, on doit les exploiter et bien les utiliser, bien les gérer pour la culture. Ça va être uniquement pour la culture. Oui. Et pour également le développement du Sinaï. Qu'est-ce qu'on va faire concernant l'eau? Actuellement, on a des tuyaux de l'eau du Nil. Oui. Il y a Tarat Salem, je crois. Oui. Mais au fur et à mesure, est-ce qu'on aura d'autres ressources là-bas à utiliser? On essaie d'utiliser les eaux des pluies. Maintenant, on a construit les eaux de pluie en Égypte? Des pluies en Sinaï. Il y a des inondations des fois. Parce que vous connaissez les pluies torrentielles qui frappent le Sinaï chaque année. On a construit des réservoirs pour collecter ces eaux et pour l'utiliser. Oui, très bien. Alors ça nous donne espoir quand même. Bah oui, il faut toujours garder espoir. On parle maintenant de comment on peut appeler ça, de technologies concernant l'irrigation et concernant la diminution du gaspillage de l'eau. Qu'est-ce qui est mis en place par le ministère en ce moment? On essaie d'introduire les technologies modernes concernant les méthodes d'irrigation. Il y a le goutte à goutte et l'aspirage. C'est pas si moderne que ça, le goutte à goutte quand même. Ça fait mais on ne l'a pas appliqué. On ne l'avait pas appliqué en Égypte. Oui, ça commence vraiment à être le cas dans quelques, par exemple, stations balnéaires modernes en Égypte qui utilisent ce genre d'irrigation. Mais pour les paysans égyptiens, il faut quand même une campagne de sensibilisation parce que pour eux, à côté d'eux, c'est l'eau du Nil, ils versent l'eau et c'est tout. Chaque tourne de la radio, j'écoute un avertissement concernant notre ministère qui est adressé aux paysans. Il ne faut pas gaspiller l'eau. C'est notre seule ressource. Vous avez des experts qui descendent faire cette campagne de promotion et comment ils sont écoutés? Parce que je sais que, franchement, je sais que le ministère le fait. Il y a des gens qui descendent exprès chez les paysans, mais j'ai pas l'impression qu'il y a écho après. Comment ça se fait? On a organisé des organisations qui participaient entre nous et les paysans, mais ce n'est pas renforcé. Les ONG peuvent jouer un rôle en ce qui concerne cette sensibilisation pour les paysans. Parce que les ONG, les organisations non gouvernementales, puisque ces organisations sont en contact permanent avec les paysans, ils peuvent introduire ces théories, ces concepts pour les convaincre. Oui, chaque fois que nous organisons une conférence, les sociétés civiles et les ONG sont invités pour qu'ils touchent la situation actuelle et les transmettent aux paysans. Est-ce que le ministère propose d'autres façons d'irrigation aux paysans, c'est-à-dire en lui disant ne pas utiliser, ne pas gaspiller l'eau du Nil de cette façon? Qu'est-ce que vous pouvez lui offrir en revanche? Le nettoyage des réseaux de drainage et de canaux. On les nettoie parce que il y a du gaspillage à cause de la pollution de ces drainages. De même, je ne sais pas. Vous pouvez le dire en anglais si vous voulez. Vous pouvez quand même, par exemple, monter ou faire un projet qui regroupe plusieurs paysans pour utiliser, quand vous venez de le mentionner, par exemple, ce système de... Nous avons un projet démonstratif au Café Cher. Nous avons impliqué ça. Si on parle d'agriculture encore, est-ce que
là, il y a une politique d'éviter les importations de produits. L'Égypte importe tout. Hein. Il n'y a pas de production, il n'y a presque pas de production. On importe les tomates, le céréales, alors que normalement on devrait en produire. Est-ce que, avec une stratégie de la part de votre ministère, on pourrait aboutir à une autosuffisance, du moins dans certaines choses? Parce qu'évidemment, l'agriculture, le pays ne peut pas tout produire. Il faut qu'il importe des choses. Ça, c'est connu. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on a une terre qui est capable de produire de nombreuses ressources, céréales, coton, riz, tomates, des fruits, des légumes, etc. Mais on les importe quand même. Alors, maintenant qu'il y a cette volonté d'éviter d'importer, et qu'on a mis le dollar à 17, de réduire l'importation, de réduire et peut-être après, on aimerait bien l'éviter parce que si nous on peut produire, est-ce qu'on est capable de cette autosuffisance et de produire assez pour le nombre d'Égyptiens qu'il y a là ou pas? Si on applique les technologies modernes, on peut augmenter la production agricole. Alors, mais les terrains en Égypte sont des déserts. La majorité de l'Égypte est désert. On ne peut pas cultiver, les terrains ne sont pas... C'est-à-dire, si on prend le poursuivable en Égypte, il est de combien de pourcents, si vous avez idée? C'est 7%. Seulement les 7% sur lesquels on vit. Oui, le Vallée du Nil et le Delta. Et le reste, les 94%, ils sont incultivables. Oui. Non, pas incultivables, mais la nature du sol n'est pas... Elle a besoin d'un grand amont de l'eau. Et donc, du coup, finalement, on peut pas s'en servir, quoi. Non, on essaie de développer l'agriculture qui dépend sur l'eau souterraine. Alors, vous parlez du goutte à goutte qui est utilisé depuis des centaines d'années. Est-ce qu'un système comme le goutte à goutte peut fertiliser des terres désertiques? Parce que ça permettrait évidemment des choses extraordinaires, comme déjà désengorger cette partie du pays, espacer un petit peu, utiliser d'autres parcelles de terre. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Oui, le goutte à goutte, tu donnes la racine ce qu'elle a besoin de l'eau. Oui, mais alors dans le désert, ça peut marcher? Oui. Oui, est-ce qu'on évite actuellement quelques cultures qui ont besoin d'un taux élevé d'eau, c'est-à-dire par exemple le riz. Oui. Est-ce que vraiment on évite de le cultiver? Parce que le riz est parmi les denrées essentielles pour le peuple égyptien. Et est-ce que vraiment on a réussi à remplacer la culture de riz par la culture de blé? Non, on n'a pas réussi à le remplacer, mais on essaie de cultiver le riz dans les régions qui sont suitables à la cultivation de riz. C'était toujours au delta du Nil, avec beaucoup d'eau, où on fait quelquefois ce qu'on appelle la culture du poisson également, c'est-à-dire pour les bassins du poisson, ça n'existe plus? Non, il existe. Ça existe, mais ça a été réduit. Mais dans des régions déterminées. Très bien, alors malheureusement le temps que nous est imparti est terminé. Merci à vous, docteur Sama Abdelmegid. Vous êtes experte au sein du ministère des Ressources hydrauliques et de l'irrigation. Merci pour les détails concernant cette conférence et puis les détails concernant les stratégies du gouvernement. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. Merci à toi également, Ahmed, et passez d'excellents moments sur Nile TV International. Au revoir.